très bien. Merci, Anthony. Donc, juste pour rappeler un peu le contexte de notre cours à nous, je pense que ce qui intéressait, ce qui motivait un peu cette collaboration entre Farah et moi, c'est en partie parce que maintenant on fait partie du même labo, ça c'est une bonne nouvelle à annoncer, mais aussi parce qu'on se rend compte que quand on parle de la communication interculturelle, qui est vraiment un sujet qui est à la base de nos deux cours, un sujet central pour les deux cours, là, ben, on ne peut pas faire l'économie de ce qui existe comme dispositif ou comme médium de communication. C'est-à-dire que s'il y a une chose qu'on a compris en anthropologie de la communication, que le contexte, c'est tout. Et donc, la façon que la communication se passe et le contexte dans lequel la communication se passe, c'est hautement intéressant et important à comprendre si on veut faire des bonnes analyses de la communication. On va donc, dans le cadre de dans le contexte de cette séance, on va regarder non seulement le, le contenu de la communication qui est faite autour des questions de la pandémie, mais aussi on va regarder les dispositifs de communication et les différentes façons euh, que les êtres humains engagent une communication à travers différentes formes de médias. Moi, je suis anthropologue de plusieurs choses. J'ai travaillé sur la culture populaire, sur les médias. J'ai travaillé surtout sur sur la communication interculturelle. Je ne suis pas communicologue comme ma collègue. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme. Donc, il y a une belle complémentarité entre nos deux approches parce que je pense que les deux domaines, communication et anthropologie, sont très proches et s'inspirent mutuellement. Donc, l'idée que Farah et moi, on avait eue, c'était de parler au départ, de parler des médias sociaux à l'époque de la pandémie ou au temps de la pandémie. Mais je pense qu'on va aller un petit peu plus large que ça. Farah va présenter quelques éléments théoriques et conceptuels, et puis moi, je vais poursuivre avec quelques exemples concrets dans un projet de recherche que je mène dans notre labo depuis un certain temps. Je vais vous présenter alors Farah Beroubé. Ceux qui arrivent avec Farah la connaissent déjà, mais pour les gens de notre côté, j'aimerais juste rappeler quelques éléments de son parcours. Et donc, Farah est professeur au département de lettres et de communication sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est aussi directrice du programme de premier cycle, ce qui implique beaucoup de travail. Et, et tous les profs remercient nos collègues qui travaillent dans cette fonction-là. Elle a fait son doctorat en communication avec le fameux doctorat conjoint. Je pense que c'est un programme qui n'existe plus techniquement. Farah va me dire si j'ai tort. À l'Université du Québec à Montréal. Donc, oui, c'est ça. Elle a travaillé beaucoup sur la communication interculturelle, communication internationale, avec des intérêts sur la diversité culturelle, l'immigration et les représentations sociales et médiatiques de la diversité. Elle est ben, il y a des publications très intéressantes qu'elle a fait dans le cadre de ses travaux avec les collègues au GERACI, qui est un groupe de recherche que j'espère que vous connaissez. Et c'est par le contact entre notre équipe et l'équipe du GERACI que j'ai fait la connaissance de Farah. Depuis quelques mois, nous sommes très contents parce que Farah a accepté de faire partie d'une autre équipe qui s'appelle le LABRI, donc le Laboratoire de recherche en relations interculturelles. Et elle est donc maintenant officiellement membre du LABRI comme chercheur, comme co-chercheur, chercheur régulière. Et donc, mais c'est de façon un peu surprenante, mais depuis quelques semaines, à cause de ses intérêts, notamment l'utilisation des médias par les communautés immigrantes, mais aussi ce phénomène des médias ethniques. On s'est retrouvé avec beaucoup d'intérêts communs. J'ai proposé à Farah de m'aider avec un travail de recherche en partenariat. Et depuis ce temps-là, on se parle toutes les semaines. Donc, je te remercie d'être avec nous dans le cadre de ce cours. Et puis moi, si tu es prête, moi, je propose que
on commence maintenant avec les présentations. Oui, bien, merci. Peut-être introduire un peu, nous, notre cours. Donc, c'est un cours au cycle supérieur en communication interculturelle. Donc, ce sont tous des étudiants qui proviennent des sciences de la communication. Et on en a quelques-uns là qui sont présentement retournés dans leur pays natal, hein. J'en ai 3, 4 qui sont en France présentement, donc qui nous écoutent avec le décalage horaire. Donc oui, c'est pour eux, par contre, c'est la première fois qu'on aborde le thème de la communication interculturelle. Au premier cycle, le bac, on n'a pas de... On voit plutôt les notions générales en communication et puis on n'a pas... étant donné qu'on a fait le choix aussi à Trois-Rivières de faire un bac un peu plus technique, donc tous les étudiants font leur dernière session en stage, donc ça enlève un peu de cours. Et puis, donc, dans le programme général au bac, on ne voit pas la communication interculturelle, mais je suis très contente cette année de pouvoir offrir là, dans la nouvelle version du programme au cycle supérieur la possibilité là, aux étudiants intéressés là, d'apprendre puis de questionner la communication interculturelle. Donc, ça fait déjà plusieurs séances que nous, on a ensemble également. Merci de nous accueillir dans votre cours d'aujourd'hui. Nous, on a eu déjà une petite séance ce matin. Ça fait déjà 2 jours qu'on traite, nous aussi, du thème bien précis des médias et de l'interculturel. Je pourrais mettre peut-être à disposition les enregistrements d'hier, là, où j'ai présenté, je pense que je suis capable de faire une sélection là, et puis de peut-être vous envoyer la partie théorique si ça vous intéresse, bien sûr. Hier, j'ai présenté donc à mes étudiants, on a parlé de contenu sur la diversité culturelle, contenu sur l'interculturel. Et on a parlé aussi d'usage ou de la réception des contenus par l'interculturel. Aujourd'hui, moi, ce que je veux vous présenter, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller dans le numérique. Donc, je vais vous parler d'interculturel et des usages des médias numériques. J'avais intitulé ma présentation « Les pratiques de l'interculturel au Québec sur l'Internet et les médias sociaux ». Donc, c'était mon intention un peu aujourd'hui. Donc, on va un petit peu plus loin dans les explications, mais ça me fera plaisir de vous partager les notions théoriques que j'ai présentées aux étudiants cette semaine sur médias traditionnels et interculturels. Mais si vous avez des questions qui touchent aussi les médias traditionnels, ne vous gênez pas, ça me fera plaisir aussi d'y répondre. Je pense que j'ai accès au partage d'écran. J'avais préparé des diapos, donc je vais tenter d'activer ça. Sinon, je les avais envoyés à Anthony. Oui, j'ai bien reçu si jamais ça ne fonctionne pas. Si jamais ça ne fonctionne pas, super. Bon, ça va? Vous voyez l'écran, oui? Ouais. D'accord. OK, donc, les étudiants de mon séminaire m'excuseront pour cette courte répétition sur le numérique. On a déjà défini un peu le numérique ce matin ensemble. Je vais y revenir brièvement parce que je juge que c'est important pour les étudiants en anthropologie d'avoir quand même les bases sur qu'est-ce que le numérique, parce qu'on connaît tous l'Internet, les médias sociaux, mais il peut y avoir une confusion quand on parle de médias numériques et je veux que ça soit clair. Donc, voilà. Je voulais vous parler donc de la communication numérique en anglais. On utilise l'expression digital communication. C'est donc un anglicisme. On l'entend en français. Là, des fois, on va dire la communication digitale, mais on a tiré l'expression de l'expression en anglais. Donc, en français, on va plutôt parler de la communication numérique. Donc, qu'est-ce que la communication numérique? C'est un champ des sciences de la communication qui renvoie aux usages de l'ensemble des médias numériques. Les médias numériques, ce sont le web, les médias sociaux et les applications sur les appareils mobiles. En sciences de la communication, on différencie les médias numériques des autres médias, les autres médias que sont la presse, la radio, la télévision, etc., en utilisant l'expression des médias traditionnels versus les nouvelles technologies de l'information et de la communication. De plus en plus, on va enlever le mot, le N, le mot nouveau, et on va plutôt parler des TIC. Vous avez certainement entendu cette expression-là,
Donc, on réfère par l'expression TIC, on réfère aux médias numériques. TIC veut dire donc technologie de l'information et de la communication. Donc, on va toujours établir cette différence-là entre les médias traditionnels, presse, télé, et les TIC ou les nouveaux médias ou les médias numériques. Donc, comment se sont développés les médias numériques ou la communication numérique? Il y a d'abord eu le Web 1.0 qui est apparu dans les années 1990. Son fonctionnement était linéaire. Pourquoi il était linéaire? Parce qu'un contenu était proposé par un producteur, un contenu qui était ensuite affiché sur un site Internet et consulté par des internautes ou des consommateurs. Donc, on était plutôt dans une formule ou un schéma de la communication des médias traditionnels, c'est-à-dire qu'une organisation pense à un message, a un message à passer et elle va l'afficher sur une page Internet et les gens intéressés par cette information-là vont pouvoir consommer l'information, vont pouvoir s'informer sur la page Internet. On définit le Web 1.0 de passif, puisque l'internaute y consomme essentiellement de l'information. Au début des années 2000, vint l'avènement du Web 2.0, où les internautes ne sont plus des consommateurs passifs, mais deviennent des consommateurs. Donc, vous voyez, on a dans l'expression consommateur la contraction de deux mots, consommateur et acteur. Donc, on dépasse le mode passif pour devenir de plus en plus actif. Ce n'est pas que les organisations qui vont être actifs dans l'information à donner, les consommateurs aussi vont être actifs dans cette information-là. Donc, dans cette nouvelle version du Web, où la communication n'est plus linéaire, mais de plus en plus dialogique, donc elle adopte la forme du dialogue, les internautes peuvent contribuer activement à la création de contenu et à la validation de leurs valeurs. C'est dans cette période que les blogs apparaissent. Le premier, c'est Blogueur en 99. Les forums se développent. Le tout premier, c'est PHP-BB en 2000. Je ne connais pas. Ainsi que les wikis. Le plus populaire, c'est Wikipédia en 2001. Sans oublier les réseaux sociaux. Le premier réseau social, c'est MySpace en 2003. Et Facebook a suivi en 2004. La bataille est rude entre les experts pour se mettre d'accord sur ce que sera le futur du Web. Plusieurs parlent déjà du Web 3.0, un Web technologique, alors que les machines et les individus sont de plus en plus interconnectés entre eux. Nous avons déjà les téléphones intelligents et les tablettes, mais de plus en plus nos outils de tous les jours, tels les réfrigérateurs, les voitures ou les chaussures de sport, sont eux aussi connectés à l'Internet. Cet ensemble d'outils connectés crée et échange automatiquement des données par la géolocalisation, la reconnaissance faciale et la réalité augmentée. Dans le Web 3.0, les sites Internet deviennent des applications en ligne qui savent analyser automatiquement les contenus écrits et picturaux, qui savent les interpréter, les comprendre, les classer et les rediffuser vers un nouveau public internaute. L'ensemble des données devenant par le fait des outils, on qualifie le Web 3.0 de sémantique. Selon les plus récentes données du CIFRIO, je ne sais pas si vous connaissez cet organisme qui, à chaque année, publiait des données sur qu'ils appelaient la net tendance, donc les tendances sur le net. Malheureusement, c'est un organisme qui nous a appris très récemment qu'il va cesser ses activités. On a quand même les dernières données du CIFRIO. 95% des foyers québécois possédaient en 2018 au moins un appareil électronique, tel un ordinateur, un téléphone intelligent ou une montre connectée à la maison. Le taux d'adoption du téléphone intelligent a bondi chez les adultes québécois ayant un revenu familial de moins de 40 000 $ par an, passant de 32 à 55% entre 2017 et 2018 pour ceux ayant un revenu inférieur à 20 000 $ et de 46 à 60% pour ceux dont le revenu familial se situe entre 20 000 et 39 000 et 40 000 $. Donc, en gros, on observe
une augmentation, même auprès des foyers qui disposent d'un revenu plus faible. On observe une augmentation de l'utilisation ou de la possession d'un téléphone intelligent dans les foyers québécois. En région aussi, attendez un petit peu, j'ai sauté un petit bout là, dont je voulais quand même vous parler. Dans le fond, ce que nous révèlent les données du CIFRIO, c'est que la fameuse fracture numérique, vous avez peut-être entendu déjà cette expression-là, qui se trouve à être la disparité d'accès aux médias numériques. Bien, ce qu'on observe, c'est que la fracture numérique, elle s'amenuise au Québec, alors que les foyers québécois avec un faible revenu accèdent désormais de plus en plus, eux aussi, aux médias numériques. En région aussi, la fracture numérique s'amenuise, alors que la région administrative qui est la plus connectée, qui était la plus connectée en 2019, était Laval, avec 95 % de foyers connectés, et que la région la moins connectée de tout le Québec était l'Abitibi-Témiscamingue, avec 88 % des foyers connectés. Donc, vous voyez, la fracture numérique, elle s'amenuise. Elle était importante dans les tout débuts des médias numériques. C'était plutôt les gens qui avaient des gros revenus qui pouvaient avoir accès à ces médias-là. De plus en plus, ce sont tous les types de foyers qui ont accès aux médias numériques et l'accès à Internet, la connexion Internet, elle s'est déployée au travers de la province et même la région qui a le moins haut taux de connexion a quand même un taux de connexion à 88 %, ce qui est quand même très bon. Toujours selon les données du CIFRIO, en 2018, 24 % des adultes québécois possédaient un objet connecté à la maison, ce qu'on appelle la domotique. Par exemple, un réfrigérateur avec la connexion Internet. C'est un exemple que je vous donne. 55 % des adultes québécois se disaient enthousiastes concernant le futur des technologies et des objets connectés à la maison. Donc, plus de la moitié des adultes québécois se disent intéressés à entrer dans le Web 3.0. C'est ce que nous disent les données du CIFRIO. Le CIFRIO ne mesure pas le taux de branchement ou d'utilisation du numérique auprès des communautés migrantes. On n'a pas de données au Québec sur l'utilisation des médias numériques par les immigrants. En fait, les données sur l'utilisation d'Internet par les immigrants au Canada sont quasi inexistantes. Les seules données disponibles sont celles compilées en 2016 par les chercheurs Christian Abogly et Magda Fusaro de l'UQAM pour le compte de l'Autorité canadienne sur les enregistrements Internet. Comme le souligne Abogly-Fusaro, et je les cite, « Il est surprenant de constater que rares sont les projets de recherche qui mettent l'accent sur la participation des immigrants sur Internet. Cette forme de participation ne semble pas être un thème privilégié ni dans le domaine de l'intégration, ni dans celui de la communication interculturelle. Pourtant, avec l'augmentation constante du nombre d'immigrants au Canada et les résultats de différentes recherches qui démontrent les difficultés d'intégration rencontrées par ceux-ci, il y a lieu de se questionner sur l'usage d'Internet par les immigrants et le rôle joué par cet usage dans leur intégration. » Dans un entretien qu'a accordé à Science Presse le chercheur Abogly, il justifiait ainsi le besoin d'une telle étude. Quand on entend Internet et immigrants, de nombreuses personnes pensent à une ghettoisation en ligne des personnes dans une communauté. Au contraire, les réseaux sociaux, les médias et les autres ressources en ligne permettent de découvrir l'autre et sa culture, de développer un réseau plus diversifié que celui d'origine. Donc, qu'est-ce que nous apprend le rapport d'Abogly et Fusaro? Je vous ai envoyé, je pense qu'Anthony a mis ça à votre disposition, je vous ai envoyé le lien du rapport, vous pourrez donc le lire. Qu'est-ce qu'on apprend donc dans ce rapport? Bien, premièrement, les immigrants utilisent davantage Internet au Canada qu'ils ne le faisaient dans leur pays d'origine. Plus de la moitié des répondants ont affirmé que leur consommation d'Internet avait augmenté de plus de 51 % depuis qu'ils ont posé leur valise au Canada. Qu'en est-il de leur accès? Existe-t-il un écart d'accès ou une fracture numérique auprès des immigrants?
l'étude d'Agbogli-Fusaro expose que pour plus de 70% des participants, des répondants, ces derniers possédaient et utilisaient à leur domicile un ordinateur portable et un téléphone cellulaire intelligent. De plus, les participants avaient presque tous, dans 70,9% des cas, une connexion Internet à la maison. Quels usages font de l'Internet les répondants à l'étude d'Agbogli-Fusaro? Tout d'abord, leur utilisation d'Internet vise à comprendre la culture canadienne. Internet leur permet aussi une autonomie dans les déplacements, dans le développement des compétences linguistiques et dans le savoir. Donc, ils ont déclaré utiliser beaucoup Internet pour en apprendre plus sur la culture de la société d'accueil, pour développer leurs compétences langagières, pour aller chercher des informations, pour ouvrir un compte de banque, etc., pour avoir accès aux services gouvernementaux. Donc, ils vont beaucoup utiliser Internet. Enfin, les répondants utilisent Internet pour rester en contact avec les proches restés dans le pays d'origine. Une telle étude sur l'usage des médias sociaux ou du Web 2.0 par les immigrants n'existe pas encore au Québec, ni même au Canada. J'ai essayé d'en trouver, j'ai cherché, ça fait plusieurs semaines que je cherche. Avec Bob, on en cherche, mais on a de la difficulté à en trouver. La littérature scientifique ailleurs sur la planète, sur les usages du numérique par l'interculturel, est également très peu abondante. Donc, ce n'est pas un défaut qu'on a au Québec ou au Canada de ne pas avoir d'études sur l'interculturel et le numérique. C'est un fait. Ça s'explique beaucoup par le fait que la technologie est récente et aussi elle bouge beaucoup, elle évolue beaucoup. Donc, tout de même, voici donc ce que relèvent les quelques études existantes. Il y a deux faits à souligner. Le premier, c'est Collin, c'est l'auteur Collin qui révèle ceci. Donc, je vous cite. Une intégration réussie des migrants nécessite leur intégration technologique au même titre que l'intégration sociale, politique et économique. Donc, quand on s'intéresse aux différentes dimensions de l'intégration des immigrants, ce que suggère cet auteur-là, c'est qu'on devrait de plus en plus aussi parler d'intégration numérique. Cadagogne et ses collègues, en 2011, abondent dans le même sens, alors que selon eux, je les cite, il est possible de penser que le manque d'accès, mais surtout le manque d'appropriation des technologies par les immigrants est un facteur possible d'exclusion. Bref, si en effet la fracture numérique persiste, celle-ci génère l'exclusion ou ne favorise pas l'insertion des nouveaux arrivants. L'étude d'Agbogli-Fusaro confirme que les immigrants utilisent Internet pour s'intégrer à la nouvelle société d'accueil. Je trouve encourageant de constater par cette étude qu'un peu plus de 70% des répondants avaient accès à Internet. C'est par contre, si on utilise les données du CIFRIO que je vous ai présenté dans la diapo précédente, c'est moins, ça semble moins que pour l'ensemble du Québec en 2018. Donc, il reste que, bon, comme on dit, on ne peut pas comparer des pommes et des tomates. Les chiffres du CIFRIO datent de 2018. Ils concernent le Québec et ils disposent de plus de moyens aussi pour pouvoir sonder ces pratiques de l'Internet. L'étude de Agbogli et Fusaro, elle, s'est intéressée à la population canadienne immigrante. Donc, on n'est pas non plus sur le même territoire. Et les chiffres datent de 2016, donc 2 ans avant ceux que je vous ai présentés du CIFRIO. Mais tout de même, on voit qu'il y a une différence entre les données. Donc, c'est un questionnement qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a là une fracture numérique, une intégration numérique qu'on pourrait prioriser, une fracture numérique qu'on pourrait tenter d'abolir, sur laquelle on pourrait travailler? L'utilisation des médias numériques dans la migration a 2 finalités, selon Borkerk et ses collègues. C'est une étude publiée en 2009. Donc, selon eux, les 2 finalités sont celles la première du bridging, d'établir des ponts, qui, on vient de le voir, consiste à faire usage des médias numériques
pour s'intégrer dans la société d'accueil. Donc, la fonction de bridging, c'est sert l'immigrant, donc il utilise le numérique pour pouvoir établir des ponts avec la société d'accueil. Et il y a la finalité contraire, le banding, soit le fait d'utiliser les médias numériques pour rester en contact avec la société d'origine. Donc, sur cette idée de banding, l'idée que les médias numériques, l'Internet, les médias sociaux, peu importe, permettent à leurs utilisateurs migrants de rester en contact avec la terre natale. Cette notion a été étudiée par Claire Scopsi, dont les travaux ont porté sur les sites web et les médias sociaux produits par des migrants. Selon ces observations, nous assistons à un nouveau genre numérique, ce qu'elle appelle le web diasporique. Selon elle, ce type de web réanime la notion de diaspora. Je la cite. La communauté prend conscience de ses localisations et de ses points communs de plus en plus rapidement. Il suffit d'inscrire le nom d'un pays, d'un village dans le formulaire de Google pour prendre pied dans la diaspora. Ce phénomène mérite une attention particulière car ni le téléphone ni la télévision satellitaire n'avaient jusqu'à présent permis ce type d'échange instantané, à la fois communautaire et individualisé. Cela explique pourquoi de plus en plus de communautés se désignent instantanément comme diasporiques, alors que les définitions savantes exigent la durée au-delà de plusieurs générations pour reconnaître à une communauté le nom de diaspora. Le nouveau temps médiatique, le nouveau temps numérique, va-t-il accélérer le processus diasporique? Si c'est le cas, ce sera la fin de la diaspora en tant que communauté d'exception. Fin de citation. Le besoin en recherche de documenter les usages et les pratiques de tous les médias numériques par les migrants, il est criant, vous le constatez comme moi. Notamment, les villes, les États et les autorités en ont pris conscience ces jours-ci alors qu'ils tentent d'entrer en communication avec les membres des communautés immigrantes dans le contexte de la crise sanitaire. Et la présentation de Bob va revenir sur cet aspect. On sait que les communautés immigrantes sont et utilisent les médias numériques, mais on cherche lequel, ou je devrais plutôt dire, on cherche lesquels, car car selon moi, il y en a plusieurs. Je vous donne juste un exemple. Facebook peut nous paraître le média social le plus utilisé. Or, ce serait une erreur d'utiliser uniquement Facebook pour entrer en communication avec les communautés immigrantes. À titre d'exemple, ce média, ce réseau social, il est moins utilisé par la communauté immigrante chinoise parce qu'il est bloqué à Pékin. Facebook est bloqué à Pékin. Les membres immigrants de la communauté chinoise ou la diaspora chinoise, si on veut s'inspirer de Claire Scopsi, utilisent moins Facebook parce que leur réseau en Chine ne peut pas utiliser Facebook. Bon, il y en a qui détournent, qui arrivent à détourner, mais il reste que l'utilisation est bannie. Il existe au Québec des plateformes du Web 2.0 animées par des membres des communautés ethno-culturelles. Je vous en présente un exemple ici, l'encre noire. Mais aucun travaux n'a jusque-là recensé ces médias numériques ou ce web de l'interculturel au Québec, ni même aucune recherche n'a encore porté sur les influenceurs de l'interculturel au Québec. Car assurément, ces influenceurs-là, ils existent. Donc, je m'adresse alors à mes étudiants au cycle supérieur en communication interculturelle. La table est mise. La recherche a besoin de vous, de jeunes chercheurs qui sont peut-être pas nés, mais qui vivent beaucoup avec le numérique, avec les médias numériques, pour investiguer l'interculturel et le numérique. Merci. Très bien, merci Farah. J'étais en train d'envoyer un message sur le chat. Je vais peut-être juste le dire de vive voix. Merci beaucoup pour ta présentation. Comme tu as expliqué, c'est important pour nous en anthropologie d'avoir quelques bases, des choses qui peut-être peuvent vous sembler évidentes à vous en communication, mais pour nous, on vit ça comme consommateur ou comme citoyen et pas nécessairement comme chercheur. Donc, c'est très intéressant d'entendre. C'est intéressant aussi le fait qu'il y a peu de recherches sur médias et diversité ou médias et communautés
immigrantes. Je ne suis pas surpris qu'il y ait moins de recherche sur médias et relations et dynamiques interculturelles parce que la recherche sur la communication interculturelle, c'est vraiment un domaine qui est très, très, je dirais, parent pauvre là, au niveau de la communication. Et sciences sociales, c'est encore pire. Mais je suis très interpellé par cette idée de regarder le fonctionnement du bridging et bonding, deux concepts qui n'ont pas été, à mon avis, assez bien traduits en français, donc on les garde en anglais, mais très utiles et viennent en fait d'un chercheur et un débat qui était très actif il y a 15-20 ans sur le rôle de la communication et des interactions entre les différentes communautés dans l'espace public. Alors, ça relève vraiment d'une question sur ce que c'est la chose publique, les dynamiques de cohabitation, l'identité civique versus l'identité ethnique. Il y a toute une série de questions super intéressantes. Et en plus, pourquoi j'aime cet auteur, Putnam, et puis l'idée de parler des deux concepts, bridging et bonding, c'est parce que sans faire trop une explication théorique, ben, il nous présente des éléments de ce qu'on pourrait appeler une approche systémique. Quand on regarde le bridging, c'est ce qui se passe donc extra-culturel, donc ce qui se passe à l'extérieur du groupe qui est l'objet d'intérêt. Et le bonding, c'est ce qui se passe à l'intérieur du groupe. Donc, cette capacité de regarder aussi l'intra-culturel que l'interculturel, c'est vraiment important et c'est pas facile à faire. Et ces deux petits mots-là nous permettent de penser en termes beaucoup plus complexes ce que c'est le rapport à l'autre, parce que le rapport à l'autre, c'est toujours un rapport au soi. C'est ça. Donc, beaucoup d'études là-dessus. Dans nos recherches, nous, on parle beaucoup du fait que les êtres humains vivent en groupe, ils grandissent en groupe et l'identité groupale est très importante pour les êtres humains, mais ça ne veut pas dire que les groupes existent sur les îlots. Au contraire, on sait que la définition des groupes est en grande partie en rapport avec les gens qui ne font pas partie du groupe. Donc, l'idée des frontières qui viennent de l'anthropologue qui s'appelle Frederick Barth, ça ne vient pas de lui, mais c'est lui qui a beaucoup écrit là-dessus, est très important parce qu'on se rend compte que c'est où les frontières sont mises que les dynamiques d'inclusion et inclusion entrent en jeu. Donc, je vais essayer de... j'enchaîne peut-être 10-15 minutes avant la pause, puis je vais chercher ma présentation. En fait, non, ce que je vais faire plutôt, je vais juste parler, mais si j'ai l'air un peu de regarder ailleurs, c'est parce que je vais regarder mon PowerPoint. Mon PowerPoint est vraiment pas, c'est pas un vrai PowerPoint, donc je ne vais pas le partager avec vous là, parce que c'est juste des notes, là, mais je vais quand même le regarder en même temps. Farah a déjà couvert certains aspects qui me permettent d'aller un peu plus vite, notamment cette première question de la fracture numérique. Là, c'est extrêmement important de le regarder non seulement entre ville et région, et là, c'est assez bien documenté, mais aussi, c'est là qu'il nous manque des informations, de le regarder à l'intérieur des communautés, nécessairement, spécifiquement, l'accès, l'utilisation du numérique par des communautés immigrantes. Et donc, c'est dommage qu'on n'a pas plus de données là-dessus. Et en principe, je ne sais pas, Farah, si dans votre équipe, vous avez essayé de le faire, mais en principe, on pourrait faire des analyses approximatives à partir des recensements, parce que les recensements sont assez détaillés par rapport à qui habite où. Mais je ne me souviens pas si dans le recensement, il y a ce type d'informations, mettons, géolocalisées, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par ville, par arrondissement, même par quartier. Heureusement que, en fait, ça, c'est une chose qu'on aime du premier ministre actuel, c'est qu'il a ramené le recensement, mais même si des fois, il manque des mots dans ses communications, mais au moins, il a ramené le recensement parce que ça a été mis sur glace par le gouvernement précédent. Et donc, quand je parlais avec Farah sur la présentation que j'allais donner sur cette question des médias sociaux et la pandémie, elle m'a rappelé certains faits qui viennent de son domaine de recherche. Donc, premièrement, elle a dit que les chercheurs plus âgés n'ont pas tendance à travailler sur les médias sociaux.
mais que les jeunes chercheurs de génération plus jeune, oui, ils travaillent là-dessus, mais c'est récent et ces débuts de recherche ne sont pas encore sortis. Mais elle m'a rappelé, puis je trouve que c'est c'est un constat très vrai, c'est qu'il y a eu depuis 20 ans ou 25 ans des recherches sociologiques, anthropologiques, en sciences sociales sur les médias sociaux, mais un biais pour s'intéresser aux médias sociaux comme médium ou comme contexte qui permet les mouvements sociaux et les mouvements d'émancipation. Par exemple, le printemps arabe ou pourquoi pas le printemps érable. Et donc, c'est un sujet super intéressant qui commence à être bien couvert et puis je pense que Farah a contribué à ces recherches aussi, mais de pouvoir parler de ce qui se passe spécifiquement, mettons l'utilisation, l'étude ethnographique ou autre de l'utilisation des médias sociaux ou médias numériques par les communautés immigrantes, c'est pas évident. Juste un petit rappel, quand on parle des immigrants, on parle de ce statut légal qui est reconnu par le gouvernement canadien et recherché en plus. C'est-à-dire quelqu'un qui est né à l'étranger, mais qui est en train de faire une demande de devenir citoyen au Canada. Ça, c'est le terme immigrant. Les communautés immigrantes, c'est des personnes qui sont des personnes qui sont issues de l'immigration ou qui ont un statut d'immigration. Ce n'est pas la même chose que les personnes dont les parents et les grands-parents et autres sont arrivés comme immigrants. Là, on a plus tendance à parler des personnes qui sont issues de l'immigration récente ou plus ancienne. Moi, je vais parler un peu plus des nouveaux arrivants et puis les communautés immigrantes, c'est-à-dire les personnes qui ont un statut d'immigration aux yeux du gouvernement. Et donc, j'étais très content de la proposition de Farah de travailler avec le texte de Agbobli et Foussaro. D'ailleurs, je pense que c'est Christian Agbobli qui nous a mis en contact, Farah, un collègue très cher à moi et qui faisait partie des premières collaborations entre le GRACI et le Labri. C'était en fait parce que Christian et moi, on s'est rencontrés et on avait une chimie immédiate. Alors, on a commencé à travailler, à mettre ensemble les deux équipes. Donc, cette étude est fascinante parce qu'elle se passe à travers le Canada et ce n'est pas uniquement des données statistiques, c'est aussi, il y a des éléments qualitatifs. Et donc, dans cette étude-là, c'est fascinant de voir non seulement qu'au Canada, il y a une assez bonne couverture pour l'accès à Internet, comme tu as dit, Farah, mais aussi que les gens qui ont été sondés expliquent qu'ils utilisent plus Internet ici que dans leur pays d'origine. Ils expliquent deux autres éléments qui me semblent intéressants aussi, c'est qu'ils utilisent Internet pour bien comprendre, comme Farah a mentionné, la société, la nouvelle société dans laquelle ils vivent, et surtout pour essayer d'améliorer leurs chances d'avoir un emploi. Donc, il y a une sorte d'intérêt pour la formation culturelle ou la formation professionnelle qui se passe sur Internet. Et donc, dans ce sens-là, on peut vraiment voir Internet ou les médias numériques comme une forme un vecteur d'intégration, si vous me permettez l'expression. Donc, c'est sûr que l'utilisation d'Internet va faciliter les contacts avec les autres parce qu'il n'y a pas de déplacement. Et aussi, c'est important dans le développement des compétences linguistiques. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre, notamment les langues. Mais l'enjeu que je voulais vous exposer, c'est l'enjeu de l'accès à l'information. Et puis, j'aimerais essayer d'éclater un peu cette idée de l'accès à l'information. Parce que si on regarde le Canada et le Québec, l'accès à l'information par des outils numériques est assez bien répandu. Je suis d'accord avec Farah, c'est des chiffres assez surprenants.
le degré de couverture d'Internet. Et pour ceux qui n'ont pas Internet, ce qui est le cas de beaucoup de personnes immigrantes, ben, c'est accès par téléphone cellulaire, ce qui n'est pas pareil. Mais moi, je vais vous parler un peu de la façon que les villes, notamment les administrations municipales, imaginent le travail de communication qu'ils font auprès des communautés migrantes, surtout dans un contexte de pandémie où nous savons que les communautés migrantes sont se trouvent souvent dans des conditions de précarité plus hautes que la moyenne de la population. Donc, moi, ce que j'ai prévu présenter, c'est quelque chose que j'ai déjà présenté à des personnes qui travaillent pour des villes. Moi, je coordonne un réseau, une sorte de communauté de pratique qui est composée de professionnels qui travaillent dans les municipalités un peu partout au Québec et qui essaient de faire mieux pour inclure les gens qui tombent dans les cracks du système. Notamment les personnes immigrantes. Donc, c'est dans cette logique de faciliter l'inclusion et favoriser la participation des personnes nées à l'étranger. Et donc, il y a quelques rappels que je tenais à faire quand je parlais avec ces professionnels, notamment que les immigrants n'ont pas tous accès à Internet, surtout par rapport à la population générale, ni à des ordinateurs. Donc, le fait d'accéder à Internet par un téléphone cellulaire, évidemment, ça impose certaines limites et ça implique certains enjeux qui sont spécifiques à ces deux plateformes-là. Parce qu'on peut dire que l'outil ou le dispositif qu'on utilise pour accéder à Internet a un impact sur le type et la qualité d'information à laquelle on a accès. Mais aussi la question qui circule un peu, cette idée que les immigrants n'utilisent pas autant les médias nationaux, ne consomment pas autant les médias traditionnels ou autres qui sont produits dans le pays d'accueil, soit parce que les médias internationaux sont spécifiques à leur communauté. Par exemple, j'ai des amis africains qui vont beaucoup consulter les émissions de nouvelles qui viennent de leur pays d'origine, ou par exemple, ils vont consulter les sources d'informations qui viennent de l'ancien pays colonisateur, que ce soit Belgique ou France ou Suisse, pas Suisse. Et donc, mais il y a quand même Vraiment, on parlait de ça, il y a quand même des analyses divergentes à ce sujet. Donc, je voulais juste parler de ça brièvement. C'est-à-dire que dans des recherches faites récemment par Karima Aoudia, on comprend que contrairement à la pensée populaire, les immigrants ne consomment pas uniquement des médias de leur pays d'origine, ce qui n'aiderait pas à leur intégration. Donc, il y a comme la crainte que les gens ne consomment pas ou n'utilisent pas les médias nationaux et que ça peut avoir un impact négatif sur leur capacité d'intégrer le nouveau pays d'accueil ou de résidence. Mais ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que les recherches d'Aoudia expliquent que ce n'est pas qu'ils ne consomment pas nécessairement les médias nationaux, c'est qu'il y a une plus grande diversité de consultations de médias pour comprendre plus les médias internationaux et les médias nationaux. Mais c'est clair que on ne peut pas présumer que parce que les gens sont issus de l'immigration, que leur consommation de médias numériques est problématique. Je vous donne par contre un exemple qui m'est venu d'un collègue qui travaille dans une ville norvégienne. Et je vais juste vous lire l'extrait de mon entrevue avec ce collègue, parce que c'est en anglais, là, mais je vais le lire parce que ça explique bien l'enjeu qu'ils ont constaté sur le terrain dans le contexte de la pandémie. Il dit we now can see that the information that the Norwegian state
and the municipality is distributing to the population seems to have competition from social media, and that some immigrant groups seem to get information from other channels of international origin, and that the information not necessarily is the same as Norwegian information. Donc, vous savez que l'information arrive de l'État ou de la ville norvégienne, et vous savez que dans les pays scandinaves, ils sont très bien organisés pour ces questions-là, et l'information circule et elle est très standardisée. Mais ce n'est pas le cas de l'information qui vient des médias sociaux ou des médias internationaux. One example is the question if it's safe to send your kids to school. The government says yes. Some social media contradict this, and the result is that immigrants, at least some groups, keep their kids at home. Donc, cet exemple-là, je trouvais intéressant parce qu'on a des messages mixtes dans un contexte de crise, et puis de crise sanitaire et puis pandémie. Ce qui n'est pas surprenant. On voit les informations concurrentes un peu partout depuis plusieurs mois. Mais le fait de consulter les médias nationaux ne veut pas dire d'y faire confiance. Et donc, les consommateurs des médias sont très frileux, et surtout les personnes qui vivent un parcours d'immigration sont très, très frileux par rapport aux bonnes sources d'informations. Ce n'est pas qu'ils consultent que des informations fausses, mais c'est pour dire que les façons d'évaluer la légitimité des sources d'information varient d'un groupe et d'un contexte à un autre. Donc, je voulais un peu terminer avec je dirais, un autre exemple qui est très important maintenant au Québec. C'est dans le premier temps de la pandémie, il y avait beaucoup de préoccupations par rapport à la circulation de l'information sur les consignes de la crise sanitaire. Et donc, il y avait un organisme communautaire qui s'appelle Access, qui avait déjà pris l'habitude de publier des documents en plusieurs langues par rapport aux enjeux de la participation citoyenne pour les personnes qui ne parlaient ni français ou ni anglais, donc les allophones. Arrivée la pandémie, la Ville de Montréal a tourné vers Access pour essayer de s'inspirer de leurs outils. Bon, par la suite, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de problèmes avec la formulation de ces outils-là, qui visaient simplement à informer les communautés migrantes des informations de base sur le lavage de mains et puis distance et tout le reste. Et la Ville de Montréal a organisé une séance de travail ou des séances de travail pour faire la concertation entre une dizaine d'acteurs pour produire des textes en plusieurs langues avec la bonne information dans la bonne langue. Ce processus a pris environ 3 mois ou 2 mois et quelques. Ça a été long et compliqué parce que la DRSP, donc Direction régionale de la santé publique, s'est impliquée et ça devait passer par toutes les instances et niveaux d'approbation non seulement de santé publique, mais de la ville. Et ça fait que 2 mois et demi ou 2 mois plus tard, les fiches d'information sont disponibles en plusieurs langues, mais à quel prix et puis à quelle période. Maintenant, ce grand... Et puis, Anthony, peut-être qu'on peut envoyer ces fiches-là à tout le monde par chat. C'est facile à trouver. Là. Oui, et ce qui est à retenir de cette expérience-là, c'est qu'à la fin du processus, les gens qui travaillent à la ville sont tous un peu soulagés parce qu'ils ont les outils. Mais maintenant, ils commencent à se rendre compte que les outils eux-mêmes posent problème. Pourquoi? Pas au niveau technique, parce que l'information technique est bonne et puis les traductions sont bonnes, techniquement. Mais il y a un problème de traduction culturelle, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on traduit des propos dans une langue, dans la langue d'origine, que ça veut dire que ça répond bien au code et au contexte des personnes qui les reçoivent en format de traduction. Mais il y a aussi l'autre information qui, pour moi, qui est encore plus importante, c'est que les villes sont restées dans cette logique d'utiliser les médias traditionnels et les médias de masse pour informer les citoyens.
informer, c'est important, mais les villes se rendent compte maintenant que même si ces fiches se trouvent sur le site web de la ville ou le site web d'un organisme communautaire ou le site web d'un, je ne sais pas, de la DRSP, ça ne veut pas dire que les gens consultent cette information-là. Ce n'est pas parce que combien de personnes qui m'écoutent maintenant ont déjà consulté un site web de la municipalité où ils vivent. Mais imaginez les immigrants. C'est encore moins probable. Et donc, les villes commencent à se rendre compte que ce n'est pas suffisant de simplement traduire l'information et le rendre disponible de façon classique sur un site web. Ils se rendent compte qu'il faut chercher des stratégies alternatives pour aller au-delà des problèmes de la traduction et pour aller au-delà de cette mission classique très importante d'informer les citoyens. En contexte interculturel et en contexte de pandémie, les villes et les autorités publiques doivent faire plus. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à se rendre compte qu'après tout ce travail-là, l'information ne se rend pas aux bonnes personnes et ne se rend pas aux communautés. Donc, je vais arrêter là parce qu'il est déjà 2h01. J'ai abusé de votre temps.